bonsoir à tous. À la une de ce journal, une décision historique du chairman du SDF après 26 ans de lutte acharnée contre le régime Biya. John Frondi renonce à l'investiture du SDF dans la course pour la présidentielle 2018 en cédant le flambeau aux jeunes loups de son parti politique. Cette figure de l'opposition envoie un signal clair. En cette année électorale, une nouvelle ère politique se dessine à l'horizon et vous suivrez dans ce journal l'ambiance qui a prévalu en ce premier jour du congrès ordinaire du SDF avec nos envoyés spéciaux à Bamenda. Sur les braises ardentes de la crise anglophone, le chef suprême des armées réagit à la suite de l'escalade de la violence meurtrière et des attaques perpétrées contre des soldats sur le théâtre de la crise anglophone. Une 5e région militaire interarmée et une 5e région de gendarmerie viennent d'être créées avec un poste de commandement à Bamenda. Paul Biya vient ainsi d'opérer une réorganisation profonde du haut commandement militaire. La quintessence de ce décret présidentiel, c'est à suivre au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est un discours historique du chairman du SDF après 26 ans de lutte acharnée contre le régime Biya. John Frondi vient de confirmer qu'il n'est pas candidat pour l'investiture du SDF dans la course pour la présidentielle 2018, une annonce qui a suscité un tollé de réaction au palais des congrès à Bamenda où se tient la convention nationale du SDF. Le chairman cède ainsi le flambeau aux jeunes loups de son parti qui sont engagés dans la course pour l'investiture du SDF afin d'être les candidats de ce parti politique pour la présidentielle 2018. Des précisions avec nos envoyés spéciaux Innocent Abega, Mimi Mefo et Eric Martial Ndjomo. I will not be presenting my candidature to be the flag bearer, as I've always done in the past. I have decided to leave the competition to the younger cadets in the party. C'est par cette phrase, suivie d'un tonnerre d'applaudissements, que le chairman aura finalement officialisé ce qui n'était plus un secret de polichinelle. Dans son discours de politique générale, présenté de façon laborieuse en raison des difficultés de lecture du chairman, il a, dans un brin d'humour, avoué que l'âge y était pour beaucoup. Very little. Hold on. Hold this. You see what old age can do to a man, right? But you still need your old people, you know. Okay. Ce congrès, qui revêt désormais un caractère historique, s'est ouvert en présence de Titus Ezoa, présenté comme invité du chairman et de nombreuses autres personnalités. 1446 congressistes ont été enregistrés en ce premier jour, ceci suit les 2004 attendus.
Petit fait intriguant, dans cette maison du parti RDPC de Bamenda qui abrite les travaux, les portraits du chairman Ni John Fundi et du chef de l'État côte à côte. Cette première journée des travaux a aussi été marquée par le mot d'ordre de ville morte, largement suivi par les populations. Les commerces sont restés fermés alors que de nombreux véhicules ont stationné tout au long de la journée. Ce mot d'ordre est l'œuvre de quelques activistes de l'association qui ne voulaient pas de ce congrès dans la ville de Bamenda. Vous l'avez suivi, Ni John Fundi vient d'envoyer un signal clair en cette année électorale en renonçant à l'investiture du SDF dans la course à la présidentielle 2018. John Fundi cède la place aux jeunes loups, aux dents longues qui vont se battre dès demain vendredi pour obtenir l'investiture du SDF pour être candidat à l'élection présidentielle 2018. Comment les militants du SDF ont-ils accueilli cette annonce du chairman du principal parti de l'opposition au Cameroun? Élément de réponse avec ce reportage de nos envoyés spéciaux Innocent Abega, Mimi Mefo et Eric Martial Diomo. À la fin de ce premier jour des travaux du congrès du Social Democratic Front, il faut dire que ce sont des congressistes tout heureux qui sortent de cette salle, congressistes heureux parce qu'ils ont vécu l'histoire de cet homme charismatique, l'histoire de ce leader de l'opposition qui a décidé solennellement devant ces près de 1400 congressistes de ne pas se présenter pour la prochaine élection présidentielle, quelque chose véritablement d'historique quand on sait que dans la plupart des partis politiques, eh bien, les leaders s'accrochent et se représentent. Justement, autour de moi, ils sont nombreux, ces congressistes du Social Democratic Front. Bonsoir, monsieur. Alors, que dire au sortir de ce premier jour et surtout au sortir de cette déclaration du chairman? Nous sommes très fiers. Et beaucoup se posent la question si l'on aura désormais droit à un SDF nouveau avec ce chairman qui n'est pas candidat pour la course à la présidentielle. Certainement vous, en tant que militant du SDF qui vient de la région de l'Ouest, on peut s'attendre au sortir de ce congrès à voir un nouveau SDF émerger. Un nouveau SDF, c'est le souhait de tous les militants du SDF. Nous ne voulons pas changer le parti, mais avoir les idées rénovées. Nous sommes très heureux de la déclaration du chairman. Le chairman a apporté une pierre plus élevée dans la construction de ce pays. Nous lui devons beaucoup de respect. Merci. Alors, est-ce qu'on peut dire, vous êtes jeune, vous êtes du littoral, est-ce que vous attendiez à une telle sortie de la part du chairman? Et on a bien entendu, mais c'est très bon, c'est un très bon exemple que le chairman a montré pour le pays, pour céder l'espace aux jeunes. Et c'est ce que nous tous, les jeunes, on attendait et il nous a donné. On est très satisfaits. Ainsi s'achève donc cette première journée de ce congrès du Social Democratic Front ici au Congress Hall de Bamenda. Un congrès ou une première journée au cours de laquelle la déclaration forte faite par le chairman Ni John Fundi aura donc mis en branle pratiquement tous les congressistes. Pour le chairman, il est désormais question d'aller assez vite. C'est une course contre la montre qui va s'engager pour le compte de la deuxième journée. Une deuxième journée qui est partie pour être la dernière, puisque lors de cette deuxième journée, l'on suivra tour à tour l'élection des membres du National Executive Committee et l'élection du porte-flambeau du Social Democratic Front pour la prochaine élection présidentielle. Vous l'avez suivi avec nos envoyés spéciaux à Bamenda. Restons dans le chaudron de la crise anglophone. Bamenda qui abrite désormais des postes de commandement de la 5e région militaire interarmée et la 5e région de gendarmerie. C'est une décision du chef suprême des armées, Paul Biya, réagit ainsi à la suite de l'escalade des violences meurtrières et des attaques perpétrées contre des soldats sur le théâtre de la crise anglophone. Le président de la République a signé une série de décrets visant à réorganiser le commandement militaire et plusieurs composantes militaires au Cameroun. Évocation avec Nana Paul Sabin et Farel Bounia.
Paul Biya n'a pas fait la sourde oreille. Dans la guerre qui oppose les forces de défense aux sécessionnistes dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, des soldats sur le terrain des opérations avaient émis, selon des sources crédibles, le vœu de l'éclatement en deux de la deuxième région militaire interarmée et la nomination de nouveaux commandants pour une offensive efficace contre les terroristes. Le président de la République, chef des armées, a donc décidé d'éclater la deuxième région militaire interarmée numéro 2. Auparavant, cette deuxième région avait pour ressort territorial les régions du littoral, de l'ouest, du nord-ouest et du sud-ouest, avec poste de commandement basé à Douala. Désormais, cette deuxième région militaire interarmée comptera seulement 2 régions, à savoir le littoral et le sud-ouest. Les 2 autres, l'ouest et le nord-ouest, forment une nouvelle région dénommée 5e région militaire interarmée avec poste de commandement basé à Bamenda. Un autre décret présidentiel fait un découpage identique pour ce qui est de la 2e région de gendarmerie. Pour commander la nouvelle 5e région militaire interarmée qui couvre l'ouest et le nord-ouest, le chef de l'État a nommé le général de brigade Aga Robinson. Et pour commander la nouvelle 5e région de gendarmerie, le chef des armées a jeté son dévolu sur le général de brigade Esso, Jules César. En définitive, Bamenda, chef-lieu du Nord-Ouest, l'une des 2 régions qui subissent les exactions des sécessionnistes, abrite désormais un poste de commandement d'une région militaire interarmée et aussi un poste de commandement d'une région de gendarmerie. Ainsi, les postes de commandement sont rapprochés des terrains d'opération dans l'espoir de neutraliser définitivement les rebelles qui ont pour cible privilégiée les éléments des forces de défense et de sécurité. Sur un autre front de guerre contre le terrorisme à l'extrême nord du Cameroun, une autre bataille semble être négligée par les pouvoirs publics, celle de l'amélioration du niveau d'éducation des jeunes du côté de Marois. Vous allez le découvrir dans ce reportage. Un CES situé dans l'arrondissement de Marois 3e, là où les habitants, du moins les jeunes, sont contraints d'apprendre les cours dans des conditions inhumaines. Les responsables de ce CES crient à l'aide depuis de nombreux mois et rien n'est fait jusqu'ici. C'est le reportage de Amadou Daïrou et Julingue Nyondé. Sous quelques feuilles de paille soutenues par des poteaux de fortune, les élèves reçoivent leurs leçons. Nous sommes au CS de Guinadi, localité située à 40 km de l'arrondissement de Marois 3e, département du Diamari, région de l'extrême nord. L'établissement scolaire est construit en plein air. À tout moment, les apprenants peuvent recevoir une visite inopinée des animaux sauvages. Ne perdez pas du temps ici à chercher un point d'eau ou encore les latrines. Chacun se débrouille comme il peut. Ce qui tient lieu d'établissement scolaire est en fait le fruit des contributions financières de la cinquantaine de pensionnaires qui constituent son effectif. Le directeur de l'établissement scolaire, lui aussi n'ayant pas de bureau, se sert de son engin à 2 roues pour signer les bulletins de notes ou autres documents administratifs. Nous sommes dans le vide. Lorsque vous-même vous observez tout autour de vous, il n'y a rien. La seule chose dont nous bénéficions, c'est le site. C'est le vide. Et rien de même point de nous n'avons pas, ce n'est pas les bureaux que nous allons en avoir. Donc, comme il n'y a pas de bureau, nous sommes occupés à donner cours. Et la triste expérience, c'est qu'un jour, je m'étais hasardé à venir faire mon travail. Le vent m'a fait courir. Ça veut dire que pendant les périodes pluvieuses, il n'y a pas de cours. Et nous présentons nos premiers candidats cette année au BPC. Dans une région de l'extrême nord, comptée parmi les moins scolarisés au Cameroun, le CS de Guinadi renseigne sur le niveau d'effort consenti par les pouvoirs publics pour inverser la courbe. Dans le reste de l'actualité, plusieurs tonnes de produits laitiers de marque Lactalis ont été détruites lors d'une opération qui a été suivie par le ministre du Commerce à Douala. Vous le savez, ces produits ont été déclarés nocifs pour la santé, notamment des enfants, et ce n'est que depuis quelques jours que les autorités camerounaises ont décidé d'extirper ces produits des marchés et grandes surfaces. Le ministre du Commerce promet que l'opération va se poursuivre dans les principales villes du Cameroun. Reportage Gladys Sidje et Equa Claude.
L'opération a peut-être été lancée tard, selon plusieurs, mais on y est. 47 tonnes de produits laitiers de marque Lactalis détruits à Douala. À l'issue d'une campagne de répression lancée dans les marchés et autres grandes surfaces par les équipes de la brigade de contrôle et de répression des fraudes du ministère du Commerce. Ils viennent donc par des circuits qui sont forcément connus, maîtrisés, notamment la voie maritime, peut-être même la voie aérienne, mais à ce niveau-là également avec les différents services de notre administration, je pense en particulier au service de la douane. Nous avons mis des filets, j'allais dire, suffisamment étanches qu'aucun des cartons ne puisse s'infiltrer et sortir pour se retrouver sur eux. Nous avons plutôt agi en amont, c'est-à-dire en amont en interceptant. Parmi ces produits, il y a des conteneurs, mais il y avait des conteneurs, des produits qui n'étaient même pas encore distribués sur le marché. Il y en a qu'on a retrouvés dans les grandes surfaces, dans les marchés. Nous le ferons avec détermination, nous devons protéger nos consommateurs. L'opération de saisie et de destruction de ces produits est une action qui doit se pérenniser selon les défenseurs des droits des consommateurs au Cameroun. Alors, ça va servir des gens parce que auparavant on se demandait où allaient les produits périmés dans ce territoire camerounais. Alors ça c'est un coup de chapeau à qui nous disons merci, mais il faut attirer l'attention des consommateurs. Ils doivent être vigilants pour ne plus tomber dans ce gabegie. Il y a eu 47 tonnes saisies, mais on se dit que ce n'est pas tout. Il y a encore dans les marchés, surtout dans les coins reculés du village. Les ménagers en consomment, les nourrissons en consomment. Si l'initiative est ici saluée, les consommateurs décrient tout de même la communication faite autour de cette opération. Il reste difficile d'identifier les produits dangereux. Les opérations de contrôle vont se poursuivre et s'étendre dans d'autres localités, même les plus reculées, à en croire le ministre du Commerce. Comment soutenir les communautés engagées dans des activités génératrices de revenus? La banque Afriland First Bank a développé des programmes de microfinance qui portent déjà leurs fruits dans plusieurs localités au Cameroun. Reportage. L'instant était bref, mais suffisant pour marquer l'histoire de l'arrondissement de Kolmetet, qui est désormais connecté au monde financier international via le réseau MC2, Entendez Mutuelle Communautaire de Croissance. Après quelques années de gestation, voici que le rêve est devenu réalité, au grand bonheur de ceux qui ont porté et cru au projet, à l'instar du patriarche Martin Bangangele. Nous sommes fiers de vivre cet instant où les populations rurales se réveillent, se mobilisent pour participer à cet effort qui tend vers le bien-être. Le développement ne peut pas vous trouver étant endormi, les bras croisés. Il faut être actif pour que vous puissiez donc réellement vous développer. Et c'est pour ça qu'avec cette naissance de MC2, d'un Kolmetet, nous espérons que toutes les populations de Nyon et Sceaux puissent vraiment se mettre debout et aller vers le développement. C'est notre espoir et je crois qu'avec un peu plus de volonté, nous y arriverons. Avec la MC2 de Kolmetet, la 4e du genre dans le département du Nyon et Sceaux, les populations disposent désormais d'une précieuse clé, celle qui leur ouvre grandement les portes du développement. Tant il est vrai que le modèle MC2 offre une gamme variée d'instruments financiers adaptés, qu'il s'agisse de l'épargne, du crédit, du transfert, d'autres services bancaires et même de la micro-assurance. C'est une banque qui se veut une banque qui suscite le développement, une banque qui accompagne les populations et une banque qui vient affranchir les populations de la pauvreté. Nous avons reçu beaucoup de promesses d'accompagnement financier et nous pensons les mettre à la disposition des populations pour un développement tout azimut. Le tout premier top management de la MC2 de Kolmetet a du pain sur la planche. En mettant sur pied votre MC2, vous avez décidé de déclarer la guerre à un ennemi redoutable. Cet ennemi, c'est la pauvreté et son cortège de misère. Cette guerre, c'est la guerre pour la dignité de notre communauté.
cette déclaration de guerre est déjà en elle-même une victoire. En continuant de mettre ensemble les moyens et les compétences de notre communauté, la pauvreté à Kolmetek ne sera demain qu'un triste souvenir. En exaltant cette approche endogène de développement, le gouvernement a invité les populations à adhérer massivement au concept. Quant au conseil d'administration, il doit faire preuve de transparence, d'équité et d'honnêteté afin que les résultats escomptés soient atteints. La MC2 constitue un partenariat gagnant-gagnant entre le gouvernement et le secteur privé au bénéfice des populations. Ce que nous avons donc donné comme conseil, c'est que à partir du moment où cette structure leur appartient, ça deviendra ce qu'eux-mêmes voudront que ça devienne. C'est pour ça qu'ils devront d'abord épargner et en plus avoir des crédits et rembourser les crédits. Aux gestionnaires, nous leur avons dit de gérer en bon père de famille parce que ce sont des fonds privés qu'on met à leur disposition. Mise en route depuis 1992 avec le soutien technique d'Afriland First Bank et de l'ONG ADAF, le modèle MC2 est une réussite sur toute la ligne. Il s'appuie essentiellement sur le dynamisme des populations qui acceptent de prendre le destin en main en leur offrant des services financiers innovants. En intégrant cet ambitieux réseau, Kolmetek rêve grand pour son développement. Malgré son riche potentiel en ressources halieutiques, la presqu'île de Manoka peine à tirer profit de cette opportunité économique. Le ministre de l'économie, de la planification et l'aménagement du territoire s'est rendu sur place pour toucher du doigt la nécessité de construire une unité spécifique de conservation des poissons afin de réduire les pertes et aussi de pouvoir mettre fin à l'importation massive des poissons au Cameroun. Un protocole d'accord a été signé entre les autorités camerounaises et les autorités locales en vue de la construction de cette unité de conservation des poissons sur la presqu'île de Manoka. Je vous propose à présent d'écouter l'enjeu de ce protocole d'entente entre le ministère de l'économie et la presqu'île de Manoka, le ministre de l'économie, de la planification et l'aménagement du territoire, Louis-Paul Motazé. Il se fait que Manoka, c'est une île. Cela signifie donc qu'il y a une particularité propre à Manoka, toutes les îles. Manoka, comme je l'ai dit, a un problème existentiel, c'est-à-dire avec les phénomènes de changement climatique, avec le phénomène du fait que la mangrove est attaquée parce qu'il y a des gens qui coupent le bois pour fumer le poisson, etc. Manoka est menacée. Pour sauver même l'île, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a une activité principale ici, c'est la pêche. Activité qui est principale, qui est importante non seulement pour Manoka, mais également pour l'économie du pays. Parce qu'il faut le rappeler, l'importation encore grande du poisson par notre pays contribue à déséquilibrer la balance commerciale. Comment donc faire pour aider les populations de Manoka dans cette activité principale qui est la leur? D'où la signature, comme vous l'avez vu, d'un protocole d'entente qui nous permet d'apporter à peu près 780 millions de francs CFA pour une construction d'une usine qui permettra de produire de la glace pour la conservation des poissons. Et on se rend compte que très vite que Manoka peut être un paradis touristique, ce qu'on peut appeler le tourisme vert. Et nous pensons qu'une action devrait également être faite dans ce sens-là pour transformer effectivement ce site. Mais ça nécessite la construction de certaines infrastructures. Ça nécessite qu'on finisse les travaux de construction du débarcadère. Cette année, nous avons délégué encore des crédits, à peu près 350 millions de francs CFA pour terminer la construction du débarcadère. Parce qu'il faut bien que les gens arrivent. Il ne faut pas qu'on ne puisse venir que grâce aux moyens du BIR, que nous remercions déjà, qui fait déjà un gros travail. Mais on peut construire, on peut aider à faire en sorte qu'il y ait des moyens de transport pour les populations, pour celles qui veulent aller vendre des produits à Douala, etc., etc.
Des juges sont appelés à faire bon usage des nouvelles peines alternatives et cultiver le pardon. C'est une recommandation du premier président de la Cour suprême, Daniel Mekobe-Soné, a mené une profonde réflexion sur la lutte contre la criminalité au Cameroun. C'était lors de la rentrée judiciaire 2018 à Yaoundé, rentrée solennelle de la Cour suprême. Joël Sengue et Marcelin Gansop. Dans une salle d'audience pleine à craquer, le premier président de la Cour suprême fait une incursion dans la politique criminelle du Cameroun et demande aux juges de cultiver l'esprit du pardon. Daniel Mekobe-Soné les encourage à faire de plus en plus un bon usage des peines alternatives prévues par la loi, au lieu d'envoyer systématiquement en prison les personnes reconnues coupables des faits qui leur sont reprochés. Autant qu'il fait peur et sanctionne, autant la loi lui donne la possibilité de faire œuvre de clémence. Le juge n'est pas un ministre de culte, mais en prêtant serment devant Dieu, le juge s'engage à être miséricordieux dans l'accomplissement de sa mission. Le pardon du juge passe par des circonstances atténuantes, des excuses atténuantes, les peines alternatives et la dispense de la contrainte par corps. Un pardon qui, selon le premier président de la Cour suprême, s'est déjà manifesté à travers plusieurs décisions rendues par les juridictions, à l'instar du tribunal criminel spécial. Depuis la création du tribunal criminel spécial, plusieurs accusés ont déjà bénéficié de ce pardon. C'est ainsi que 61 décisions d'arrêt de poursuite ont été rendues à ce jour. Lorsque le juge a viré sa saisine au niveau de la Cour suprême, il a fini sa mission. La Constitution donne toute latitude au président de la République d'accorder la grâce à l'accusé définitivement condamné. Parfois la grâce, qui vient du mot latin gratia, qui veut dire bienveillance, permet de corriger les erreurs judiciaires lorsque la décision est définitive. Elle empêche donc un recours en révision. Avant cette réflexion sur la place du pardon dans la mise en œuvre du droit pénal au Cameroun, c'est le procureur général près la Cour suprême qui a d'abord entretenu l'auditoire. Luc Diodo s'est apaisanti sur la défense sociale face au défi du terrorisme devenu une menace planétaire. Le combat contre le terrorisme rentre dans la recherche d'un équilibre entre le désir de sécurité et le désir de liberté. Dans ce combat, il est universellement reconnu que le respect des droits de l'homme constitue un allié indispensable. Les États se donnent le devoir de ne limiter ce combat que dans le cadre de ce qui est nécessaire et prévu par le droit international, notamment en ce qui concerne le recours à la force. La lutte contre ce fléau fait jaser, dans la mesure où plusieurs atteintes aux droits de l'homme et aux droits humanitaires sont régulièrement relevées. Et les CAM comptent veiller à la prise en compte de l'approche genre dans les déclarations de candidature pour les sénatoriales 2018. Eno Abraham Egbe a fait cette promesse aux activistes politiques féministes qui sont engagés pour l'implication des femmes dans la gestion de la vie publique au Cameroun. Elle souhaite que le président du conseil électoral rejette toutes les listes de candidatures non inclusives pour les sénatoriales 2018. Joël Sengue et Marcelin Gansop. En attendant la bataille des urnes le 25 mars prochain, celle de la représentativité des femmes a déjà commencé et préoccupe plus que jamais le réseau More Women in Politics. Ce réseau tient à la prise en compte de l'approche genre dans la constitution des listes des candidats aux différents scrutins, à commencer par les sénatoriales. Nous savons qu'il y a des partis politiques, et notamment le RDPC, qui a annoncé et qu'il exigeait des listes de 7 membres avec au moins 2 candidatures féminines. 2 femmes, ça fait 28% déjà. Pour les têtes de liste gender sensitive que nous avons sensibilisées, nous espérons qu'ils comprennent bien le sens du mot au moins, pour dire que rien ne les empêche, n'est-ce pas, d'aligner plus de 3, plus de 4, afin qu'au soir des élections, nous réalisions au minimum 30% de femmes
au Sénat. Un plaidoyer porté à l'attention du président du Conseil électoral d'Elections Cameroun. Ce dernier a pris l'engagement de veiller à ce que les femmes ne soient aucunement lésées dans la composition des listes de candidats, dont le délai de dépôt est fixé pour ce 22 février à minuit. Cette visite vient à point nommé parce que dans les tout prochains jours, nous allons commencer les examens des différentes candidatures. Nous avons rassuré Mme Dufo qu'il ne faut pas être fait pour que la prochaine soit respectée. L'article 171 du Code électoral consacre la prise en compte du genre dans l'accès aux fonctions délibératives et aux mandats électoraux. Mais en l'absence d'un texte d'application du chef de l'État, il sera difficile pour les femmes de voir le bout du tunnel. Mais nous avons aussi convoqué ce précédent qui a été connu, révélé en 2013 sous la magistrature de l'ancien président du Conseil électoral et qui a permis aux femmes d'accéder massivement à l'Assemblée nationale. Parce que je l'ai dit tantôt, dans les circonscriptions à 2 sièges, forcément, il fallait un homme et une femme et forcément et implicitement, on était en train de réaliser la parité. Rien n'empêche le Conseil électoral de prendre des décisions du point de vue du droit, des décisions exégétiques découlant de l'interprétation de la loi. Malgré ce pesanteur qui profite à la gente masculine, le réseau More Women in Politics poursuit son plaidoyer pour qu'on en arrive à l'adoption d'une loi sur la parité au Cameroun. Précisons que des émissaires des formations politiques se bousculent déjà à la direction générale d'Elecam pour le dépôt des candidatures en vue des sénatoriales 2018. Le RDPC dit avoir bouclé ce dépôt des candidatures depuis près de 16 heures. Les autres formations politiques étaient encore en train de rassembler toutes les pièces nécessaires pour le dépôt des dossiers de candidature pour les sénatoriales 2018. Ils ont jusqu'à minuit ce jeudi. Dans l'escale internationale du 20h, George Weah à la recherche des financements et des investisseurs pour le redécollage économique du Libéria. Le président de ce pays de l'Afrique de l'Ouest est en France et il a mobilisé le monde du sport et le patronat français en vue de les inciter à investir dans son pays. Des précisions avec Carlos Minoé et Kate Diarra. C'est une visite de 3 jours que George Weah, le président nouvellement élu du Libéria, a entrepris d'effectuer en France. Une première visite d'État qui rentre dans le cadre de la recherche effrénée d'investisseurs susceptibles de s'implanter au Libéria, considéré comme l'un des pays les plus pauvres du monde, mais au grand potentiel. Il faut préciser que George Weah peut déjà compter sur une aide financière de la France qui a récemment rajouté le pays dans la liste des pays bénéficiaires de l'aide au développement. C'était le 8 février dernier. Mais il espère surtout convaincre les patrons français, d'où sa visite avec le MEDEF. Déjà, mercredi dernier, George Weah rencontrait le président français Emmanuel Macron pour une première séance de travail. Il était alors accompagné de quelques figures mondiales du sport, à l'instar de Kylian Mbappé et de Didier Drogba. Ils ont parlé de sport, mais aussi de développement économique. Au sortir de la séance de travail, les deux présidents ont annoncé le lancement d'une plateforme de développement basée sur les sports. George Weah a également plaidé pour l'amélioration de l'éducation, la santé, du développement de l'emploi au Libéria, pays miné par la pauvreté, les traumatismes de la guerre et des maladies telles que Ebola. Le président libérien a également indiqué que son pays avait besoin de la construction d'une route de 1500 km. Au cours de cette visite, les médias français présentent surtout Weah comme un enfant de la France où il a appris les valeurs d'humilité et de travailler dur, notamment lors de son passage à Monaco, puis au Paris Saint-Germain. Une phrase prononcée par George Weah lui-même et sur laquelle quelques Libériens se sont appuyés pour critiquer l'essence même de cette visite. Un public reportage dans ce journal. La Banque Société Générale Cameroun vient de construire un bâtiment qui abrite un centre de formation professionnelle pour favoriser l'insertion socio-professionnelle des jeunes filles. Un bâtiment qui a été octroyé à la chaîne des foyers San Nicodème à Douala. Reportage. L'histoire
histoire d'amour qui existe entre Société Générale Cameroun et la chaîne des foyers San Nicodème se consolide davantage. À côté des multiples donations déjà opérées dans la ville de Douala, Société Générale Cameroun vient d'inaugurer le centre de formation professionnelle Art et Style situé à Niala. Un bâtiment flambant neuf comprenant diverses salles représentant plusieurs ateliers, couture, coiffure, esthétique, poterie, garderie et bien d'autres. Nous, Société Générale Cameroun et les foyers Saint-Nicodème, c'est 8 ans d'histoire maintenant, on a commencé en 2010. On y est allé au départ parce que leurs initiatives d'insertion nous plaisaient. Et depuis toutes ces années, on est année après année convaincu qu'il faut continuer. L'année dernière, notre ambition était l'insertion des filles au sein de la société camerounaise. Et donc on a adhéré à ce projet là que vous avez derrière moi, de réflexion de ce bâtiment pour en faire un lieu de formation pour les jeunes filles de Douala, pour qu'elles aient ensuite un métier et quelque chose en main. Une histoire d'amour qui n'est pas prête de s'arrêter de sitôt, tellement le besoin d'aider est immense, que ce soit pour les jeunes filles ou pour les orphelins. Société Générale Cameroun compte aller plus loin dans son élan de cœur. On a investi l'année dernière, Société Générale dans son ensemble, 22 millions de francs CFA dans le bâtiment que vous voyez derrière. Et Société Générale Group va donner à nouveau 12 millions de francs CFA cette année. Les jeunes filles en décrochage scolaire ont ainsi la possibilité d'acquérir des connaissances dans un métier précis, d'établir leur plan de carrière et surtout de subvenir à leurs besoins, en bref, d'être autonomes. Et cette vision est partagée par les femmes de Société Générale Cameroun qui, elles aussi, réunies au sein de l'association de leur entreprise, n'hésitent pas à se mobiliser en masse pour la bonne cause. Notre association porte plus sur l'aspect de la santé. Nous sommes une mutuelle de personnel. L'adhésion est libre, ça veut dire qu'il y a l'engouement du personnel à adhérer. Et c'est une mutualisation, ça veut dire qu'on se soutient dans la prise en charge des malades. Nous, en tant que femmes, nous pensons qu'on avait le devoir de les accompagner, de les encadrer. Et c'est peut-être la raison que vous avez vu un grand nombre de femmes aujourd'hui. Le centre de formation professionnelle Art et Style de Niala compte une quarantaine d'adolescentes déterminées à se faire une place de choix dans la société. On réadmet, n'est-ce pas, des jeunes à la découverte, n'est-ce pas, de l'entreprise à travers la Société Générale. Donc ça, c'est une des choses hyper importantes dans ce nouvel engagement de la Société Générale. Bien sûr, le soutien financier, et comme vous aviez vu ici, sans la Société Générale, on ne saurait, n'est-ce pas, arriver à encadrer toutes ces jeunes dont vous voyez. Donc vraiment, nous sommes très contents, très ravis, n'est-ce pas, de ce nouvel engagement de la Société Générale. Ce centre de Niala vient donc rallonger la liste des établissements de la chaîne des foyers San Nicodème qui compte déjà les foyers de PK24, de Nilon-Brazzaville, de Nubel et de Bépanda. Depuis 2010 en effet, Société Générale Cameroun apporte son soutien aux enfants des foyers San Nicodème. Depuis 2016, la fondation d'entreprise Société Générale de Paris s'est joint à cet élan de cœur afin de mener à bien les activités de construction du foyer de Niala. Ambolo, 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 Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision. Juste après cette édition du 20h, l'émission Regard Social, présentée par Flavien Valodongo. Bonne soirée sur cette même antenne. Equinox Télévision, au-delà